Mesdames, Messieurs les membres du jury, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Je vais aujourd'hui vous présenter ma thèse qui s'intitule « La planification du microcycle compétitif en football dans les centres de formation vers une considération des principes fondamentaux de l'entraînement ». Alors cette thèse a été réalisée sous la direction de M. Nicolas Babot et M. Christos Païs. Alors, dans le cadre de mon emploi de préparateur physique au sein du Dijon Football Côte d'Or, au centre de formation, il m'a été permis de réaliser un doctorat en sciences du sport, à condition que celui-ci corresponde aux objectifs d'un centre de formation, à savoir de développer les joueurs du centre de formation pour atteindre le niveau professionnel. Alors tout naturellement, au tout début de cette aventure, on a cherché à observer les différences qui peuvent exister entre un public professionnel et un public de centre de formation, et on a pu apercevoir sur les demandes compétitives, qu'on avait des écarts qui se créaient, notamment sur les distances à haute intensité, entre 20 et 25 km/h, au-delà de 25 km/h, sur les accélérations et sur les décélérations. Donc on savait qu'il allait falloir combler l'écart entre les joueurs de centre de formation et les professionnels. Cependant, dans un centre de formation, il ne faut pas oublier non plus la compétition, qui reste une donnée importante, et de ce fait, on a des problématiques de planification qui apparaissent. Alors, comment est prescrit l'entraînement en football? L'objectif est de développer les qualités physiques et on va pouvoir prescrire l'entraînement de manière dissociée, par exemple en travaillant la qualité de force sur du travail de musculation ou de pliométrie, mais également du travail aérobie sous forme de travail cardiovasculaire avec de la course à pied ou encore du travail pour développer la qualité de vitesse avec du travail de sprint. Il est également possible de travailler les qualités physiques avec du travail intégré, comme l'a montré Sonier et collaborateurs. La taille des terrains qu'on va utiliser l'entraînement va permettre de favoriser plus ou moins certaines qualités, notamment avec des jeux réduits qui entraînent de fortes accélérations et décélérations et de ce fait entraîneraient un développement accru de la qualité de force. Pour des jeux moyen espace, on serait plutôt sur du développement aérobique puisqu'on aurait des distances totales parcourues qui seraient importantes. Enfin, en utilisant des jeux grand espace, on permettrait de travailler la qualité de vitesse puisqu'on peut atteindre des vitesses qui sont proches du maximal, voire maximales, avec de ces distances. Alors, cette prescription d'entraînement, elle s'accompagne toujours d'un suivi de la charge d'entraînement et de l'état de forme. La charge de travail, elle est définie comme la quantité et l'intensité de l'entraînement proposé sur une période donnée. Cette charge de travail, elle est prescrite à l'aide d'exercices, comme on l'a vu précédemment, et elle entraîne des demandes physiques. Ces demandes physiques, c'est ce qu'on appelle la charge externe. Cette charge externe, elle peut être calculée à l'aide de GPS, comme on l'a vu précédemment, pour mesurer la distance totale parcourue dans des zones de vitesse ou encore la vitesse maximale atteinte. Ces demandes physiques, elles entraînent alors des réponses physiologiques et psychologiques et mènent à des adaptations qu'on appelle charge interne. Ces adaptations, elles mènent à un état de forme. L'état de forme, il a été défini comme l'état physique, physiologique et psychologique d'un individu à un moment donné. C'est cet état de forme qui, par la suite, va nous permettre de connaître la charge de travail qu'on va pouvoir prescrire à l'athlète suite à son adaptation à l'entraînement. Alors, ce concept, il repose sur le syndrome d'adaptation générale qui a été mis en évidence par Sellier et collaborateurs en 1956, où, suite à une charge de travail qui est proposée, on a une réaction d'alarme. Cette réaction d'alarme, elle se définit par une baisse transitoire de l'état de forme, une baisse transitoire des capacités physiques, et si le couplage entre charge de travail et récupération est optimal, à ce moment-là, on va avoir une phase de résistance dans laquelle l'adaptation à l'entraînement va être positive. On aura alors une adaptation positive de l'athlète à l'entraînement et donc une performance accrue. Cependant, si les charges de travail sont trop importantes et où la récupération est insuffisante, à ce moment-là, on va avoir une phase d'épuisement et de ce fait, une adaptation négative à l'entraînement et une perte de performance. Alors les modèles de planification, comme le modèle traditionnel, qui a été un des premiers à avoir été mis en avant dans la littérature scientifique, repose sur le syndrome d'adaptation générale et dans ce modèle de planification, on va commencer avec une augmentation du volume que vous voyez ici en trait plein et une augmentation de l'intensité qui va varier également. L'objectif de la planification traditionnelle est alors d'atteindre un pic de forme pour une compétition bien précise. La problématique de ce modèle, c'est que ça ne correspond pas aux exigences du sport collectif, puisque l'objectif en sport collectif est d'avoir une performance compétitive qui va être maintenue sur de longues durées avec une récurrence de la compétition de manière hebdomadaire. Alors d'autres modèles de planification ont été proposés, comme la planification ondulée, en bloc, ou alors polarisée. Cependant, dans la littérature scientifique, dans le football, il apparaît que ces modèles ne sont que très peu utilisés. Dans le football, à haut niveau, il semblerait qu'on utilise des modèles de planification à l'échelle de la semaine, qu'on nomme ici microcycle.
L'objectif du microcycle chez les professionnels, c'est alors d'optimiser la performance compétitive. Pour cela, on utilise un modèle de planification qu'on nomme la planification tactique, qui a d'abord été introduit au Portugal par Vitor Fraga. Dans ce modèle de planification, on va nommer les jours par rapport à leur distance par rapport au match. Donc, dans la nomenclature française, on va utiliser J+1, J+2, J-4, J-3, J-2 et J-1. Et dans la nomenclature anglo-saxonne, on utilisera alors MD+1, MD+2 pour match D+1, match D+2, etc. Dans la première phase de la planification tactique, au niveau du microcycle, on observe une phase de récupération. Cette phase de récupération, elle est nécessaire puisqu'on a une fatigue qui est perceptible suivant le match lors des 48 à 72 heures qui suivent la compétition. Ça a été marqué notamment par l'augmentation des marqueurs de dommages musculaires comme la créatine kinase. Certaines études ont montré qu'il allait falloir alors optimiser les entraînements de cette phase de récupération, et que certains types d'entraînements favoriseraient alors la récupération pour être plus en forme pour les séances qui suivent. De manière intéressante, l'étude de Cross et collaborateurs, l'enquête qui a été réalisée en 2019, a montré que la planification du microcycle était définie par la charge qui avait été perçue lors du match précédent. Si le match précédent avait été perçu comme très intense, la planification de la semaine était réduite en termes de charge de travail par les praticiens. Suite à cette phase de récupération, on bascule alors sur une phase d'acquisition. L'objectif de cette phase est de travailler une qualité bien spécifique par jour. Ici, vous voyez de manière classique du travail de force, ensuite du travail aérobique, puis du travail de vitesse. Et l'objectif de cette phase chez les professionnels est de maintenir les qualités physiques. Il apparaît dans la littérature scientifique que certaines équipes, certaines études montrent des baisses des qualités physiques à mesure que la saison avance, puisqu'on n'a pas un maintien suffisant des charges de travail en saison. Pourtant, Hickson et collaborateurs, déjà en 1985, ont montré qu'il était possible de diminuer les charges de travail pour optimiser l'état de forme. Cependant, en dessous d'un certain seuil, que ce soit de fréquence, de volume ou d'intensité d'entraînement, on atteint une perte de performance à mesure que la saison avance. Également, Ronstad et collaborateurs ont montré récemment que pour maintenir un état de forme neuromusculaire, il allait falloir réaliser une séance de musculation par semaine. Si on réalise une séance de musculation toutes les 2 semaines, on a une perte de performance neuromusculaire. De ce fait, si on veut un maintien, il faut réaliser au minimum une séance par semaine, et un développement, il en faudra plus. Suite à cette phase d'acquisition, on bascule alors sur une phase de récupération, où on va la nommer affûtage en football. Cette phase, c'est la phase la plus légère de la semaine en termes de charge de travail, comme l'a montré la revue de littérature de Silva et collaborateurs récemment. Alors, dans la littérature pour les équipes professionnelles, on connaît assez bien le microcycle. Cependant, dans la littérature scientifique, encore une fois, le microcycle dans les centres de formation n'est pas très rapporté. On sait que sur 4 semaines, donc à l'échelle d'un macrocycle cette fois, on a des charges de travail qui seraient supérieures chez les jeunes en comparaison des professionnels. Mais qu'en est-il de la planification du microcycle chez les jeunes? Où place-t-il le curseur entre développement physique d'un côté ou bien optimisation de l'état de forme compétitif? C'est la question qu'on se pose. Et pour rappel, dans le cadre de mon emploi de préparateur physique au sein du centre de formation du Dijon Football Côte d'Or, mon objectif est de développer les joueurs du centre de formation pour atteindre le niveau professionnel sans oublier l'aspect compétitif. Alors l'objectif de cette thèse était le suivant, il était de réaliser un état des lieux des stratégies de planification du microcycle dans les centres de formation de football français et d'explorer des alternatives qui permettraient d'optimiser le développement physique d'une part des joueurs sans compromettre leur performance compétitive. L'hypothèse qu'on émettait sur ce travail était que la planification de la semaine pourrait être optimisée afin d'améliorer le développement physique sans provoquer d'effets néfastes sur l'état de forme compétitif. Alors, comme on l'a dit précédemment, la littérature scientifique est assez pauvre concernant le microcycle dans les centres de formation. De ce fait, il nous est paru assez évident de réaliser une enquête au sein des centres de formation français pour connaître les pratiques de planification. C'est ce qu'on a réalisé dans une première étude qui a été publiée dans la revue Biologie au Sport. L'objectif de cette enquête était multiple, c'était de connaître les pratiques de planification de la semaine, de connaître l'importance du développement physique par rapport à l'importance compétitive, de savoir comment réaliser le travail physique et enfin, quelles qualités sont priorisées et à quel moment. Alors, pour réaliser cela, on a réalisé un questionnaire sous la forme d'un Google Form envoyé aux 36 centres de formation référencés à ce moment-là, qui devaient répondre pour leur équipe U17 et leur équipe U19, ce qui nous donnait donc une possibilité de 72 réponses au maximum. Le questionnaire il était construit en 4 étapes. Dans un premier temps, les informations des participants, puis l'importance du développement physique par rapport à la compétition. Dans un troisième temps, la description des entraînements selon la distance par rapport au match, J+1, J+2, J-4, J-3, J-2, J-1 et le jour du match. Et enfin, les améliorations qu'on pourrait apporter à la planification.
Ce questionnaire il a été validé par l'indice de validité de contenu et on a obtenu 50 réponses, soit un taux de réponse de 69,4%. Pour les analyses statistiques, au niveau de l'importance physique des séances et les difficultés attendues selon les jours, on a réalisé des ANOVA à mesure répétée avec des post-hoc de Bonferroni en cas de différence significative. Pour la fréquence des réponses selon les jours, on a utilisé des chi-square avec des z-tests en cas de différence significative. Alors pour l'importance du développement physique, on a posé la question sur une échelle de 1 à 10, 1 représentant une importance unique de la compétition et 10 représentant une importance unique du développement physique. La réponse moyenne des centres de formation de leurs équipes se situait à 7,3 sur 10, ce qui favorise le développement physique par rapport à la compétition. Également, 95% des réponses se situaient au-delà de 5 sur 10, ce qui montre encore une fois une priorité au développement physique. Lorsqu'on regarde l'importance physique sur le graphique A, que vous voyez à gauche, et la difficulté attendue chaque jour sur le graphique B à droite, on observe une augmentation de la charge de travail à mesure qu'on avance au cours de la semaine, puis une réduction des charges de travail pour optimiser l'état de forme compétitif. Au niveau des objectifs physiques, on commence par une phase de récupération active lors des 2 premiers jours de la semaine, puis on bascule sur une phase de développement à J-4 et J-3 essentiellement, avant de réaliser du travail d'affûtage à J-1. Ces objectifs physiques nous rappellent alors la planification tactique qui va sectoriser en 3 parties les objectifs physiques. Pour les qualités physiques recherchées, on a du travail aérobie qui est majoritairement réalisé en début et milieu de semaine, qui suit avec du travail de force en milieu de semaine et qui se termine par du travail de vitesse plutôt en fin de semaine. Également, cette sectorisation des qualités physiques nous rappelle encore une fois la planification tactique. Alors pour conclure sur cette étude, on peut dire que les centres de formation français semblent adhérer au principe de la planification tactique et qu'ils recherchent le développement de manière prioritaire. Seulement, seuls 2 jours semblent être réellement dédiés au développement à J-4 et J-3, ce qui correspond à ce qui est réalisé dans les équipes professionnelles. Également, des contenus dissociés semblent trop peu mis en avant, puisque, comme on l'a dit précédemment, l'étude de Ronstadt et collaborateurs montre que le travail de musculation devrait être réalisé au minimum 1 fois par semaine pour un maintien des qualités physiques et non un développement. Or, la plupart des équipes qui réalisent de la musculation ne réalisent qu'1 fois par semaine et certaines équipes ne réalisent pas du tout dans la semaine. Certains contenus peuvent paraître également trop exigeants, notamment à J-1, puisque l'objectif est un objectif d'affûtage, donc d'optimisation de l'état de forme compétitif, et pourtant, on a du travail de jeu réduit qui est réalisé par 90% des équipes. Or, Dalen et collaborateurs ont montré que les jeux réduits entraînent des demandes physiques significatives, parfois supérieures à la compétition. Finalement, le curseur entre compétition et développement se situerait au milieu entre compétition et développement, sans réelle favorisation du développement physique. Alors comment optimiser le développement physique? Pour cela, on s'est appuyé sur la relation entre charge de travail et développement physique, comme l'a montré Réa et collaborateurs en 2003, en se disant qu'une augmentation des charges de travail au sein de la semaine mènerait à une augmentation du développement physique. Anderson et collaborateurs ont montré que pour cela, il était possible d'augmenter la fréquence des entraînements, ou le volume des entraînements. Cependant, au centre de formation, ça apparaît comme une solution complexe du fait des contraintes extrasportives. On a alors proposé de modifier la forme de la planification. C'est ce qu'on a réalisé dans une étude numéro 2, la deuxième étude, où on est parti de la planification typique, la planification tactique typique, qui propose de réaliser les journées de développement de manière consécutive, à J-4 et J-3, et qu'on a comparé à une planification modifiée dans laquelle on a inversé les charges d'entraînement de J-3 et J-2. L'idée qu'on avait était que le fait d'ajouter une journée de récupération à J-3 entre les 2 journées de développement permettrait d'augmenter les charges à J-2, puisqu'on aurait un état de forme sensiblement supérieur. Également, il faut poser la question de l'impact sur la compétition de cette journée de J-2, puisque AD et collaborateurs ont montré qu'une séance avec beaucoup de distance parcourue à haute intensité entraîne une diminution de l'état de forme perceptible jusqu'à 48 heures après la séance. L'hypothèse générale était donc que la planification modifiée, que vous voyez ici, entraînerait une augmentation des charges de travail sans modification de l'état de forme le jour du match. Alors dans cette étude qui est actuellement soumise dans la revue Science and Medicine in Football, on a utilisé le protocole suivant. 2 équipes ont été utilisées, une équipe U17 et une équipe U19, chacune composée de 14 joueurs, qui ont réalisé une semaine de familiarisation. Dans cette semaine de familiarisation, l'objectif était que les joueurs réalisent des tests physiques sur les jours pour lesquels ils allaient les réaliser lors des semaines expérimentales. À la suite de cette semaine de familiarisation, on a réalisé une semaine d'entraînement qui était la même que la 2e semaine d'entraînement que vous voyez plus bas,
L'objectif de ces semaines d'entraînement était que les contenus soient identiques, les durées soient identiques, et donc que l'état de forme, au début des semaines expérimentales, soit le même. Au milieu de ce protocole, on avait une semaine libre qui devait permettre d'oublier les contenus pour les joueurs. À la fin, on a analysé le groupe de manière entière, donc tout le groupe U17 plus U19 compris, et on avait 20 joueurs au lieu de 28 au départ, puisqu'on a fait le choix de ne conserver que les joueurs qui avaient réalisé l'ensemble des séances du protocole que vous voyez ici. Alors pour les contenus de séance, on a commencé à J+2 par une séance de musculation du corps, suivie par une séance de récupération active sur le terrain. À J-4, du travail intermittent aérobie avec des jeux réduits et moyen espace, l'après-midi suivi par du travail spécifique au poste. À J-3, des sprints et des jeux grands espaces, l'après-midi de la musculation sur le bas du corps, à J-2 du travail technique et à J-1 de la vivacité et de jeux réduits. Dans le cadre de la planification modifiée, cette fois-ci, on avait exactement les mêmes contenus, simplement on avait une inversion du travail de J-3 et de J-2. Alors pour les procédures de test, elle a été réalisée à J-4 pour s'assurer que les joueurs étaient dans un état de forme identique en début de semaine, et le jour du match pour observer l'impact des modèles de planification. Les tests physiques, ils étaient composés d'un Illinois Agility Test, donc un test de sprint avec changement de direction, un test de sprint sur 20 mètres avec un temps au 10 mètres, et un test de détente sous forme de CMJ. On avait également un questionnaire d'état de forme subjectif, le questionnaire de Hooper. Concrètement, les joueurs arrivaient une demi-heure avant la séance pour réaliser le questionnaire d'état de forme subjectif de Hooper, puis réaliser un échauffement standardisé de FIFA 11+, et suite à cet échauffement, toutes les 2 minutes, on avait des tests physiques, en commençant par les tests de détente, réalisés 2 fois, les tests de sprint sur 20 mètres avec le temps au 10 mètres réalisés 2 fois, et l'Illinois Agility Test réalisé 2 fois également. Pour chaque test, on a conservé uniquement la meilleure valeur des deux. Pour le suivi de charge, on a réalisé sur les séances de développement, donc dans le cas de la planification typique à J-4 et J-3, et dans le cas de la planification modifiée à J-4 et J-2. La charge externe elle a été monitorée en utilisant 7 variables différentes des GPS, la distance totale, la distance entre 0 et 15 km/h, entre 15 et 20 km/h, entre 20 et 25 km/h, au-delà de 25 km/h, le nombre d'accélérations et le nombre de décélérations. La charge interne, quant à elle, a été monitorée à l'aide de l'ERP. Pour les analyses statistiques, on a observé les différences entre les 2 semaines testées à l'aide du test T de Student. Pour les résultats au niveau des charges de travail, si on regarde la deuxième séance forte, donc qui était réalisée à J-3 dans le cas de la planification typique, ou à J-2 dans le cas de la planification modifiée, on a pu s'apercevoir que dans le cas de la planification modifiée, donc quand elle est réalisée à J-2, on avait une augmentation des distances parcourues entre 20 et 25 km/h et au-delà de 25 km/h, ce qui permettait de dire que la planification modifiée entraîne une augmentation des charges de travail en comparaison de la planification typique. Pour les tests physiques qui étaient réalisés le jour du match, on a pu s'apercevoir que le temps au 10 mètres était inférieur dans le cas de la planification modifiée en comparaison de la planification typique, donc que l'état de forme serait supérieur dans le cas de la planification modifiée en comparaison de la planification typique. Pour les autres tests, que ce soit le sprint sur 20 mètres, le test de détente ou l'Illinois Agility Test, on n'avait pas de différence significative. Au niveau du questionnaire d'état de forme et du questionnaire de Hooper, de la même manière que pour les tests physiques, on avait une performance, un état de forme physique qui semblait supérieur dans le cas de la planification modifiée, comme l'atteste le sommeil et l'indice de Hooper. Pour les autres indicateurs de fatigue, de stress ou de courbature, on n'avait pas de différence significative. Alors pour conclure sur cette étude, par rapport à la planification tactique typique qui semble être employée de manière globale dans tous les centres de formation, il semble possible de proposer d'autres modèles de planification en modifiant la forme de la planification, ce qui permet notamment d'augmenter les charges de travail au cours de la semaine. Est-ce que ces résultats ont été obtenus du fait que dans la planification typique, les journées de développement sont réalisées de manière consécutive? C'est possible. Et le fait d'avoir ajouté une journée à charge réduite entre les deux permettrait un état de forme supérieur, ce qui permettrait d'augmenter les charges de travail. Également, cette étude nous montre qu'il est possible de réaliser une séance forte à J-2, contrairement à ce que propose la planification tactique typique. Finalement, par rapport au curseur, comme il est placé dans le centre de formation, il semblerait qu'on pourrait le déplacer du côté du développement en modifiant la forme de la planification. Toutefois, par rapport à nos résultats, il semble important de ne pas privilégier la planification modifiée, mais de mettre en avant plutôt le principe fondamental de l'entraînement de variation. La variation dans l'entraînement permet sans doute d'optimiser le développement physique et également l'état de forme compétitif. Dans une troisième étude, on a alors cherché à modifier cette fois-ci l'ordre des séances. On est reparti de la planification modifiée qu'on a vu précédemment, et cette fois-ci, on est parti du principe qu'on allait modifier l'ordre des séances, qui est réalisé de manière typique dans l'ordre aérobie puis vitesse,
qu'on a comparé à un ordre modifié, vitesse, puis aérobie. L'hypothèse qu'on émettait était que cette modification dans l'ordre des séances permettrait d'optimiser, d'augmenter les charges de travail dans la semaine. C'est-à-dire que lorsque la séance aérobie est placée en première, à J-4, elle entraînerait des distances supérieures en comparaison de quand elle est placée à J-2. Même chose pour la séance de vitesse, quand elle est placée à J-4, elle entraînerait des distances, des charges supérieures à lorsqu'elle est placée à J-2. On émettait également l'hypothèse que cette modification de l'ordre n'entraînerait pas de modification de l'état de forme du jour du match. Dans cette étude, qui est également soumise dans la revue Science and Medicine au football actuellement, on a utilisé un protocole qui a été semblable au protocole précédent de l'étude numéro 2, avec deux équipes, U17 et U19, qui étaient cette fois-ci composées de 16 joueurs, qui réalisaient une semaine de familiarisation. Encore une fois, cette semaine de familiarisation, elle nous servait à réaliser les tests physiques sur les mêmes jours pendant lesquels ils allaient être réalisés dans les semaines expérimentales. On avait des semaines d'entraînement qui précédaient à chaque fois les semaines expérimentales, et ces semaines d'entraînement, elles avaient des contenus et des durées identiques pour que les joueurs soient dans un état de forme identique en début de semaine expérimentale. Au milieu, une semaine libre qui devait permettre d'oublier les contenus d'entraînement vus précédemment, qui allaient être réutilisés après. À la fin, on a utilisé tous les joueurs de manière globale pour réaliser l'analyse, puisqu'on a fait le choix, encore une fois, de ne conserver que les joueurs qui avaient réalisé l'ensemble des séances du protocole. Alors pour les contenus d'entraînement, ils étaient sensiblement identiques à l'étude précédente, et cette fois, on a fait le choix d'inverser les séances de terrain du matin, intermittent aérobie plus jeu réduit moyen espace, et sprint plus jeu grand espace. Donc ils pouvaient être réalisés soit à J-4, soit à J-2. Pour la procédure de test, elle était équivalente à l'étude précédente, à J-4 pour s'assurer que les joueurs étaient dans un état de forme identique, et le jour du match pour observer l'impact des modèles de planification. Les trois mêmes tests physiques, Illinois Agility Test, sprint sur 20 mètres avec un temps au 10 mètres, et le CMJ pour le test de détente. Le questionnaire de Hooper était réalisé pour l'état de forme subjectif également, et toujours pareil, ils arrivaient une demi-heure avant le début de séance pour réaliser le questionnaire d'état de forme. Suite à ça, un échauffement standardisé, le FIFA 11+, et des tests physiques réalisés toutes les 2 minutes, 2 fois, CMJ, sprint sur 20 mètres avec le temps au 10 mètres, et l'Illinois Agility Test. Pour chaque test, on a conservé uniquement la meilleure valeur des deux. Pour le suivi de charge, cette fois-ci, il avait uniquement lieu à J-4 et J-2, puisque c'était des séances de développement. Et on utilisait toujours les mêmes variables de charge externe, les 7 mêmes variables, et la même variable de charge interne. Pour les analyses statistiques, on a observé les différences entre les deux semaines testées à l'aide des tests T de Student. Pour les résultats sur les charges de travail, on a pu s'apercevoir, lorsqu'on va regarder uniquement la séance aérobie, donc quand elle est placée en premier dans la semaine, dans l'ordre aérobie puis vitesse, et quand elle est placée dans l'ordre vitesse puis aérobie, donc en second, lorsqu'elle est placée en premier, on a une augmentation des distances parcourues entre 15 et 20 km/h et entre 20 et 25 km/h. Donc, lorsqu'il s'agit de planifier la séance aérobie, si l'objectif est d'augmenter les charges sur cette séance, il faudra la placer en début de semaine plutôt qu'en fin de semaine. Pour la séance de vitesse, on obtient des résultats qui semblent identiques, c'est-à-dire que la séance de vitesse, quand elle est placée en premier, dans l'ordre vitesse aérobie, en comparaison de quand elle est placée en second, dans l'ordre aérobie-vitesse, entraîne des distances supérieures entre 20 et 25 km/h, au-delà de 25 km/h, et pour les accélérations. Donc lorsqu'il s'agit de planifier la séance de vitesse, si l'objectif est d'entraîner une augmentation des charges de travail sur la séance de vitesse, il faudra la placer en premier. Pour les tests physiques, quel que soit le test, on n'a pas observé de différence significative, ce qui montre que la modification lors des séances n'entraîne pas de modification de l'état de forme le jour du match. Pour les tests subjectifs, on obtient des résultats qui semblent identiques, pas de différence significative sur quelque indicateur que ce soit sur l'état de forme le jour de la compétition. Pour conclure sur cette étude, encore une fois, par rapport à la planification tactique typique, il est possible de modifier cette fois-ci l'ordre, mais aussi la forme, puisqu'ici on a modifié les deux, sans qu'il y ait d'énormes écarts sur la planification, mais pourtant que ça puisse augmenter les charges de travail et qu'on ait un état de forme compétitif qui soit identique. Cette étude, elle nous montre alors qu'il faut réaliser les séances importantes dont on recherche le développement sur un organisme frais. Si l'objectif est de réaliser plus de distance dans la séance de vitesse, il faudra la placer en premier. Si l'objectif est de réaliser plus de distance dans la séance aérobie, il faudra la placer en premier. Encore une fois, selon l'objectif qu'on a, on va pouvoir décaler le curseur davantage vers le développement et optimiser les charges de travail. Existe-t-il un ordre à privilégier? Encore une fois, comme sur l'étude précédente, on préfère mettre en avant le principe fondamental de l'entraînement de variation et donc de proposer différents types de planification pour optimiser à la fois le développement physique et l'état de forme compétitif. Alors, on a optimisé le développement, en tout cas on a optimisé l'augmentation des charges de travail, mais
On a dit précédemment qu'un des objectifs était d'optimiser l'état de forme compétitif, et de ce fait, dans une 4e étude, on a observé l'impact dans la séance de veille de match. Cette étude, numéro 4, elle est publiée actuellement dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health. Et dans cette étude, pour rappel, à J-1, la séance est composée d'un travail d'échauffement, puis de vivacité pour 100% des préparateurs physiques, des équipes, et du jeu réduit pour 90% des équipes. Tout ça dans un objectif d'affûtage. Cependant, on l'a dit précédemment, d'après Dallet et les collaborateurs, le travail de jeu réduit entraîne des demandes physiques significatives, parfois même plus importantes que la compétition, ce qui pourrait alors nuire à l'état de forme compétitif. On a donc décidé de tester différentes durées d'entraînement sur cette séance, en se disant que la réduction du volume d'entraînement entraînerait un état de forme supérieur le jour du match. On est parti alors de la durée d'entraînement typique de 60 minutes, qu'on a diminué de 25% pour atteindre 45 minutes, et qu'on a augmenté de 25% pour atteindre 75 minutes. Les contenus des séances étaient également modifiés de plus ou moins 25%, avec un échauffement qui durait 10 minutes, ou 8 minutes, ou 12 minutes, du travail de vivacité qui durait 15, 12 ou 18 minutes, et du jeu réduit sur 24, 18 ou 30 minutes. Pour le protocole, cette fois-ci, on a fait le choix d'utiliser une équipe U19 composée de 20 joueurs, qui a réalisé une semaine de familiarisation. Encore une fois, la semaine de familiarisation, elle servait à réaliser les tests sur les jours sur lesquels ils allaient les réaliser dans les semaines expérimentales. Ensuite, on avait 3 semaines expérimentales qui étaient toutes identiques en termes de contenu et de durée, mis à part l'entraînement de veille de match. Ces semaines expérimentales, elles étaient toujours précédées d'une semaine d'entraînement, et ces semaines d'entraînement, elles étaient identiques en termes de contenu et de durée, pour s'assurer que les joueurs allaient être dans un état de forme identique en début des semaines expérimentales. À la fin de ce protocole, on avait 11 joueurs qui ont été conservés dans l'analyse, puisqu'on a fait le choix, encore une fois, de ne conserver que les joueurs qui avaient fait l'ensemble des séances du protocole. La séance de veille de match, elle était alors composée d'un échauffement standardisé, de travail de vivacité à 1 contre 1 avec le 505 agility test, et de jeu réduit à 5 contre 5 avec 2 minutes d'effort, 2 minutes de récupération. Pour la procédure de test, elle était équivalente aux 2 études expérimentales précédentes. AJ-4 pour s'assurer que les joueurs étaient dans un état de forme identique en début de semaine, et le jour du match pour observer l'impact de la durée d'entraînement de veille de match. Les 3 mêmes tests physiques, Illinois agility test, sprint sur 20 mètres avec un temps au 10 mètres, et le CMJ pour le test de détente. On avait également, encore une fois, le questionnaire de Hooper pour l'état de forme subjectif. En pratique, encore une fois, il réunait une demi-heure avant la séance réaliser le questionnaire, puis l'échauffement standardisé avec les Fifarance Plus, et les tests de détente réalisés 2 fois, les tests de sprint réalisés 2 fois, et le test d'Illinois agility test réalisé 2 fois. On conservait uniquement la meilleure valeur des 2 tests à chaque fois. Le suivi de charge était réalisé à J-1 uniquement, cette fois-ci, avec les 7 mêmes variables de charge externe et la même variable de charge interne. Pour les analyses statistiques, cette fois-ci, on a observé les différences entre les 3 durées testées, avec des ANOVA à mesure répétée et des post-hoc de Bonferroni en cas de différence significative. Pour les résultats, ici, vous pouvez voir que suite à l'entraînement de 45 minutes, la performance physique, quel que soit le test, était meilleure en comparaison de l'entraînement de 60 minutes et de 75 minutes. Pour l'entraînement de 60 minutes, on avait une performance qui était supérieure dans le 20 mètres en comparaison de l'entraînement de 75 minutes. Pour l'état de forme subjectif, la fatigue était inférieure après l'entraînement de 45 minutes en comparaison de l'entraînement de 60 minutes, et l'indice de Hooper était inférieur, ce qui attestait d'un état de forme supérieur, après l'entraînement de 45 minutes en comparaison de l'entraînement de 60 et de 75 minutes. Tout ça, ça nous permet de dire que l'entraînement de 45 minutes entraîne une fatigue moindre en comparaison de l'entraînement de 60 minutes, lui-même entraîne une fatigue moindre que l'entraînement de 75 minutes. Alors, si l'objectif est de conserver le travail de vivacité et de jeu réduit, on recommande de ne pas excéder une durée de 45 minutes, comme on a vu précédemment. Cependant, on observe aussi qu'à mesure qu'on diminue la durée de séance de cette séance typique, on obtient un état de forme qui augmente. Ça veut sans doute dire que les contenus d'entraînement utilisés ne sont pas les bons. De ce fait, on pourrait proposer d'utiliser des contenus d'entraînement moins exigeants, moins sollicitants, comme les coups de pied arrêtés, si l'objectif est d'optimiser l'état de forme compétitif. Également, on pourrait questionner le terme d'affûtage qui est utilisé dans les centres de formation de football français, puisque l'affûtage, dans la littérature scientifique, ne correspond pas à ce qu'on voit ici. Il est utilisé sur des durées qui sont beaucoup plus longues. Et de ce fait, on propose d'utiliser le terme de récupération, ce qui engendrerait certainement d'autres contenus d'entraînement que le terme d'affûtage. Cette fois-ci, le curseur devrait sans doute être déplacé vers la compétition, et le fait de le déplacer vers la compétition, qui permettrait à la fois d'optimiser l'état de forme compétitif, mais aussi peut-être d'optimiser
le développement et l'augmentation des charges de travail, puisque si on diminue la charge à J-1, on pourrait peut-être augmenter les charges de travail en milieu de semaine sur les séances de développement. Alors pour effectuer une synthèse de ces 3 travaux expérimentaux, on a pu montrer qu'il était possible d'optimiser le développement physique en modifiant la forme de la planification, de modifier l'ordre des séances, et qu'il était également possible d'optimiser l'état de forme compétitif en réduisant la durée de veille de match, mais aussi en modifiant la forme de la planification. Alors les applications pratiques de ces travaux montrent qu'il va falloir varier les planifications. Hakkinen et collaborateurs ont montré que la nature invariante d'un programme d'entraînement peut mener à des pertes de performance. Suite à un programme d'entraînement qui reste identique pendant 2 semaines, on a déjà des pertes de performance, des pertes de développement en comparaison de ce qu'on pouvait avoir avec un programme d'entraînement varié. Également, il va falloir réfléchir à plus long terme. Kramer et collaborateurs ont montré qu'il fallait contrôler la variation et appliquer un programme d'entraînement suffisamment longtemps si on voulait bénéficier de sa qualité. Si on varie trop le programme d'entraînement, l'athlète n'aura pas le temps de s'adapter à son programme et de ce fait ne progressera pas autant qu'il le pourrait. Alors comment mettre en place cette variation et ce contrôle de la variation? Pour cela, il va falloir chercher à individualiser l'entraînement. Alors pourquoi individualiser l'entraînement en football? Déjà parce qu'on considère 5 postes différents, les défenseurs centraux, les défenseurs latéraux, les milieux axiaux, les milieux excentrés et les attaquants. Et on peut s'apercevoir, d'après l'étude de Di Salvo et collaborateurs, que les exigences physiques en compétition ne sont pas les mêmes pour tous les postes. Si on observe les défenseurs centraux, on peut s'apercevoir que pour toutes les catégories locomotrices ici présentées, c'est le poste le moins exigeant. Le milieu axial, lui, représente le poste le plus exigeant pour les distances entre 14,1 et 19 km/h, et les milieux excentrés réalisent les distances les plus importantes à haute intensité. De ce fait, ils ne peuvent pas être entraînés tous de la même manière. Alors comment individualiser et optimiser l'entraînement? Comment quantifier efficacement les efforts individuels? C'est la question qu'on s'est posée dans cette 5e et dernière étude qui a été publiée dans la revue Journal of Sport Science and Medicine. Alors, dans la littérature scientifique, il existe deux manières de quantifier la charge d'entraînement. La quantification absolue, où ici on va prendre la charge externe directement extraite du GPS. Par exemple, vous avez parcouru 4000 mètres à l'entraînement. Et la quantification relative. Cette quantification relative, elle va prendre la charge externe qui va être exprimée en pourcentage des résultats individuels compétitifs du joueur. Imaginons qu'en match, vous fassiez 10 000 mètres. Si à l'entraînement, vous avez fait les mêmes 4000 mètres que dans la quantification absolue, vous allez alors réaliser 40% de ce que vous réalisez en compétition. Donc c'est exprimé par rapport à ce que réalise l'athlète en compétition. Pour la quantification absolue, la littérature scientifique semble montrer qu'il existe des différences selon les postes à l'entraînement. La quantification relative, quant à elle, semble montrer que certains postes ne reproduiraient pas la compétition à l'entraînement. Alors, dans la littérature scientifique, actuellement, aucune étude n'a cherché à confronter les conclusions issues de ces deux méthodes de quantification pour voir si une quantification ou l'autre nous permettrait d'individualiser l'entraînement. L'hypothèse qu'on émettait était que les différences qui apparaissent avec la quantification absolue disparaîtraient avec la quantification relative puisque l'entraînement recrée convenablement les exigences compétitives différentes entre les postes. Alors, au niveau du protocole, on a utilisé des charges externes monitorées à l'aide du GPS sur toute une saison pour les matchs et les entraînements. Et pour que les joueurs soient considérés dans l'analyse, il fallait qu'ils satisfassent les critères suivants. Dans un premier temps, qu'ils réalisent une semaine à un seul match compétitif, avec 6 jours entre les matchs, que le joueur réalise toutes les séances de la semaine, que le joueur joue 90 minutes sur la séance d'entraînement. Une fois qu'il avait satisfait tous ces critères, il était classé dans un des 5 postes qu'on avait utilisés, défenseur central, défenseur latéral, milieu axial, milieu excentré et attaquant. Pour la quantification absolue, on a pris la charge externe directement extraite du GPS, comme on l'a présenté précédemment. Et pour la quantification relative, on a fait le choix d'utiliser la charge externe exprimée en pourcentage de la moyenne de tous les matchs considérés dans l'analyse. Alors, concrètement, comment on a réalisé? Prenons un exemple avec la distance totale parcourue sur 3 semaines à l'entraînement et en compétition. On peut s'apercevoir que sur la semaine numéro 2, lors de l'entraînement numéro 3, il n'a pas réalisé la séance. De ce fait, cette semaine est enlevée de l'analyse. Ça ne permet pas de satisfaire les 4 critères qu'on a vus précédemment. Dans les 2 autres semaines, il a réalisé l'ensemble des séances de la semaine et a joué 90 minutes lors des matchs. De ce fait, on a moyenné les performances compétitives de l'athlète de 10 000 mètres et de 11 000 mètres, ce qui nous donne une moyenne de 10 500 mètres. Suite à cette moyenne, on a exprimé alors tous les entraînements en pourcentage de cette performance compétitive, ce qui nous donne dans l'entraînement 1 de la semaine 1 une performance de 38% de ce qu'il réalise en compétition.
Pour le suivi de charge, il a été utilisé avec les 7 mêmes variables qu'on a vues précédemment de GPS. Pour les analyses statistiques, on a observé les différences entre les postes à l'aide d'ANOVA à mesure répétée et de post-hoc de Monferroni en cas de différence significative. Alors, voici le type de graphique qu'on a pu réaliser avec les 5 postes, défenseur central, latéral, milieu axial, milieu excentré et attaquant, que vous voyez ici pour chaque jour, à J+2, J-4, J-3, J-2 et J-1. Ici, la barre montre qu'il y a des différences significatives entre les athlètes, et cette fois-ci, vu qu'on est sur une quantification absolue, on est bien sur une expression de la distance en mètres. Ici, sur la quantification relative, on obtient à peu près le même type de graphique, simplement cette fois, les résultats sont exprimés en termes de pourcentage par rapport à ce qu'on réalise en compétition. Et ici, vous voyez la ligne qui correspond au 100%, la ligne pointillée, qui correspond alors à l'exigence compétitive de chaque athlète. Ça représente l'exigence compétitive. Alors on va zoomer un petit peu pour plus de clarté et observer à J-3 pour les distances entre 15 et 20 km/h. En utilisant la quantification absolue, on peut s'apercevoir qu'il existe des différences significatives et que les milieux excentrés, ici présentés en jaune, montrent des exigences plus importantes, des distances plus importantes que leurs partenaires. Les défenseurs centraux, quant à eux, montrent des exigences qui sont beaucoup plus faibles que leurs partenaires. Cependant, quand on va utiliser la quantification relative, on obtient des conclusions qui sont opposées. Les défenseurs centraux, en réalité, reproduisent beaucoup plus la compétition à l'entraînement que le font les autres postes, notamment les milieux excentrés, qui deviennent alors le poste qui reproduit le moins la compétition à l'entraînement, donc qui est sous-chargé par rapport à ses partenaires. À J-1, cette fois-ci, pour les distances entre 20 et 25 km/h, si on observe la quantification absolue, on peut s'apercevoir qu'il n'existe pas de différence significative entre les athlètes. Ce qui nous intéresse, puisque l'objectif est que les athlètes sont dans un état de forme qui est similaire le jour de la compétition. Pourtant, quand on utilise la quantification relative, une nouvelle fois, on a des conclusions opposées qui apparaissent avec des différences significatives qui apparaissent. Cette fois-ci, le milieu axial reproduit davantage la compétition en comparaison des autres postes, et notamment de l'attaquant qui, lui, reproduit le moins la compétition à l'entraînement. Cette fois-ci, on va observer la reproduction de la compétition lors des séances de développement, à J-4 et J-3. Toujours pareil, vous allez observer la valeur de match qui sera marquée avec la ligne pointillée. Dans la quantification relative entre 20 et 25 km/h, on peut s'apercevoir sur les séances de développement, à J-4 et J-3, que l'écart qui existe entre la reproduction de la compétition et la réalité, ce qui est réalisé à l'entraînement, est très important, ce qui fait que lors des séances de développement, on n'arrive pas à reproduire la compétition. Également, au-delà de 25 km/h, on peut émettre les mêmes conclusions avec la plupart des postes qui sont très loin de ce qu'on réalise en compétition. Donc, encore une fois, à l'entraînement, on a du mal à reproduire la compétition. D'un point de vue développement physique, on peut se dire que la difficulté à reproduire la compétition à l'entraînement entraînera des complications pour l'optimisation du développement physique. Alors, pour conclure sur cette étude, la quantification relative apporte de nouvelles perspectives d'entraînement. Le poste le plus exigeant n'est plus le milieu excentré comme on le voit dans la littérature scientifique, mais est en réalité le défenseur central. Inversement, le poste moins exigeant, qui était avant le défenseur central, devient le milieu excentré. De ce fait, on ne peut plus réaliser l'entraînement comme on le faisait précédemment, et il va falloir individualiser les charges d'entraînement selon la reproduction de la compétition à l'entraînement. Aussi, la compétition n'est presque jamais reproduite à haute intensité. Si on observe les actions à haute intensité, on sait qu'elles différencient les niveaux de pratique, qu'elles sont corrélées au succès et qu'elles continueront à augmenter. De ce fait, il va falloir chercher à les augmenter à l'entraînement. Cette étude nous montre alors qu'il faut entraîner en priorité l'individu et non pas un collectif. Alors pour poursuivre la synthèse qu'on avait commencée précédemment, on peut dire qu'il va falloir individualiser les charges d'entraînement, tout ça pour chercher à reproduire la compétition. Pour cela, il faut s'écarter de la quantification absolue des charges de travail pour aller vers une quantification relative qui va nous permettre d'individualiser les charges d'entraînement et individualiser la reproduction de la compétition. Alors, par rapport à toutes ces études qu'on a réalisées, il nous semble que les modèles de planification s'appuient sur des définitions qui amènent des problématiques plutôt que des solutions, et la définition de la planification devrait s'appuyer sur les principes fondamentaux de l'entraînement. De ce fait, on propose la définition suivante, que la construction du plan d'entraînement est le principe par lequel les praticiens gèrent la charge d'entraînement de leurs athlètes en tenant compte des variations inter- et intra-individuelles dans les réponses aux stimuli spécifiques aux demandes compétitives de ceux-ci. Cette gestion de la charge d'entraînement, elle est effectuée par un suivi quotidien de la charge externe et interne, psychologique et physiologique, de manière objective et subjective, permettant d'augmenter progressivement les charges de travail. Le plan d'entraînement doit alors permettre une variation des charges et des contenus d'entraînement à travers une périodicité du plan
menant à des phases de développement et des phases de récupération. Alors, suite à ce travail de thèse, évidemment, on a des perspectives qui s'ouvrent, et notamment à court terme, où il va falloir vérifier nos résultats dans d'autres contextes. Peut-être, pourquoi pas, chez les professionnels, et en modifiant la planification qui est utilisée actuellement, on pourrait potentiellement optimiser l'état de forme compétitif, ce qui est recherché, mais pourquoi pas optimiser le maintien des qualités physiques, voire le développement des qualités physiques en saison. À moyen terme, ce serait d'étendre les durées d'entraînement, les durées des études expérimentales, pour observer l'impact sur le développement physique. Et enfin, à long terme, ce serait de tester l'impact de planification individualisée sur le développement physique et la performance collective. Merci pour votre attention.